petit peu comment c'était opéré en Europe, ce qu'on pourrait appeler la percée d'une raison gouvernementale. Je ne veux pas dire par là que cet art de gouverner les hommes, et dont j'avais essayé de vous indiquer quelques traits à propos de la pratique pastorale, veut dire, il ne faut pas comprendre que l'art pastoral de gouverner les hommes est devenu, par un processus de simple report, transfert, translation, un des attributs du pouvoir souverain. Ce n'est pas le roi qui serait devenu berger, qui serait devenu berger des corps et des vies, un peu comme l'autre pasteur, le pasteur spirituel, était, lui, le berger des âmes et des survies. Ce qui s'est produit, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, ce qui a vu le jour, c'est un art absolument spécifique de gouverner, un art qui avait à lui-même sa propre raison, sa propre rationalité, sa propre ratio, événement dans l'histoire de la raison occidentale, de la rationalité occidentale, qui n'est sans doute pas moins important que celui qui, exactement à la même époque, c'est-à-dire fin 16e, courant du XVIIe siècle, a été caractérisé par Kepler, par Galilée, Descartes, etc. Donc on a là un phénomène très complexe de transformation de cette raison occidentale. Cette apparition d'une raison gouvernementale, j'ai essayé de vous montrer comment elle avait donné lieu à une certaine manière de penser, de raisonner, de calculer. Cette manière de penser, de raisonner, de calculer, c'est ce que, à l'époque, on appelait la politique, dont il ne faut jamais oublier qu'elle a d'abord été perçue, reconnue, et qu'elle a tout de suite inquiété les contemporains comme quelque chose qui serait une hétérodoxie. Autre manière de penser le souverain, autre manière de penser le royaume, autre manière de penser le fait de régner et de gouverner, autre manière de penser les rapports du royaume du ciel et du royaume terrestre. C'est cette hétérodoxie qui a été repérée et appelée politique. La politique qui serait, si vous voulez, un peu à l'art de gouverner, ce que la mathésis était à la même époque à la science de la nature. J'ai voulu aussi vous montrer que cette ratio gouvernementale, cette raison gouvernementale, dessinait quelque chose qui était à la fois son principe et son objectif, son fondement et son but, et ce quelque chose, à la fois principe et objectif de la raison gouvernementale, c'est l'État. L'État qui serait, si vous voulez, un petit peu, je ne sais pas trop quoi dire, principe d'intelligibilité et schème stratégique, disons, si vous voulez, pour employer un mot anachronique par rapport à l'époque dont je vous parle, l'idée régulatrice. L'État, c'est l'idée régulatrice de la raison gouvernementale. Je veux dire par là que l'État a été, dans cette pensée politique, dans cette pensée qui cherchait la rationalité d'un art de gouverner, l'État a d'abord été un principe d'intelligibilité du réel. Je veux dire par là que l'État, ça a été une certaine manière de penser ce qu'était dans leur nature et dans leur nature propre et dans leurs liens, dans leur rapport, un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'institutions déjà tout donné. Qu'est-ce qu'un roi? Qu'est-ce qu'un souverain? Qu'est-ce qu'un magistrat? Qu'est-ce qu'un corps constitué? Qu'est-ce qu'une loi? Qu'est-ce qu'un territoire? Qu'est-ce que les habitants de ce territoire? Qu'est-ce que c'est que la richesse du prince? Qu'est-ce que c'est que la richesse du souverain? Tout cela a commencé à être conçu comme élément de l'État. L'État a été une certaine manière de concevoir, d'analyser, de définir la nature et les rapports de ces éléments tout donnés. L'État, c'est donc un schéma d'intelligibilité de tout un ensemble d'institutions déjà établies, de tout un ensemble de réalités toutes données. On s'aperçoit que le roi se définit comme
un personnage qui a un rôle particulier, non pas tellement par rapport à Dieu, non pas tellement par rapport au salut des hommes, mais par rapport à l'État. Magistrat, même chose, etc. Donc, l'État comme principe d'intelligibilité d'une réalité toute donnée, d'un ensemble institutionnel déjà établi. Deuxièmement, l'État fonctionne dans cette raison politique comme un objectif, c'est-à-dire comme ce qui doit être obtenu au terme des interventions actives de cette raison, de cette rationalité. L'État, c'est ce qui doit être au bout de l'opération de rationalisation de l'art de gouverner. C'est l'intégrité de l'État, c'est l'achèvement de l'État, c'est le renforcement de l'État, c'est son rétablissement s'il a été compromis, ou si quelque révolution l'a renversé, ou on a suspendu pour un moment la force. Et les effets spécifiques, c'est tout cela qui doit être obtenu par l'intervention de la raison d'État. L'État est donc principe d'intelligibilité de ce qui est, mais c'est également ce qui doit être. Et on ne comprend ce qui est comme État que pour mieux arriver à faire exister dans la réalité l'État. Principe d'intelligibilité et objectif stratégique. C'est cela, je crois, qui encadre la raison gouvernementale, qu'on appelait précisément la raison d'État. Je veux dire que l'État, c'est essentiellement et avant tout l'idée régulatrice de cette forme de pensée, de cette forme de réflexion, de cette forme de calcul, de cette forme d'intervention que l'on appelle la politique comme mathésis, comme forme rationnelle de l'art de gouverner. La raison gouvernementale pose donc l'État comme principe de lecture de la réalité et le pose comme objectif et comme impératif. L'État, c'est ce qui commande la raison gouvernementale, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on peut gouverner rationnellement en suivant une nécessité, c'est la fonction d'intelligibilité de l'État par rapport au réel, et c'est ce qui fait qu'il est rationnel, il est nécessaire de gouverner. Gouverner rationnellement parce qu'il y a un État et pour qu'il y ait un État. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais essayé de vous dire les fois précédentes. Bon, tout ça est évidemment tout à fait insuffisant pour arriver à repérer ce qu'a été réellement le fonctionnement de cette raison d'État ou de cette raison gouvernementale. En effet, si on prend un petit peu ces définitions de la raison d'État dont vous parlez, il me semble qu'il y a toujours quelque chose comme, non pas exactement une équivoque, mais une oscillation, une sorte d'effet de bouger, de trembler, une oscillation dans la définition. Bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais été référé à ce texte de Palazzo, qui a été donc publié en Italie en 1606 et traduit en français en 1611. Comment est-ce que la raison d'État était définie? Palazzo disait que la raison d'État, c'est ce qui donc doit assurer l'intégrité de l'État, c'est, dit-il, et là je cite son expression même, l'essence même de la paix, la règle de vivre en repos, la perfection des choses. Autrement dit, Palazzo donne là une définition proprement essentialiste, si vous voulez, de la raison d'État. La raison d'État doit faire que l'État, effectivement, soit conforme à ce qu'il est, c'est-à-dire reste en repos, proche de sa propre essence, que sa réalité soit exactement conforme à ce qui doit être au niveau de sa nécessité idéale. La raison d'État va donc être cet ajustement de la réalité de l'État à l'essence éternelle de l'État, ou à l'essence en tout cas immuable de l'État. Disons d'un mot, la raison d'État, c'est ce qui permet de maintenir l'État en État. Bon. Et d'ailleurs, Palazzo, je vous citais d'ailleurs ce texte, jouait sur le mot de status, n'est-ce pas, qui veut dire à la fois État au sens d'un État, et puis en même temps l'immobilité même de la chose. Maintenir l'État en État. Voilà ce que disait Palazzo. Mais en fait, dans les définitions de Palazzo lui-même, et dans d'autres définitions de la même époque à peu près, la raison d'État est en même temps définie caractérisée
par un autre trait qui intervient d'une manière, je ne peux pas dire absolument secrète, mais disons discrète. Palazzo dit en effet que la raison d'État, c'est la règle qui permet l'acquisition de cette paix, de ce repos, de cette perfection des choses, l'acquisition de cette paix, sa conservation et son amplification. Botero, qui est, je crois donc, en Italie le premier à avoir fait la théorie de la raison d'État, dit que la raison d'État, c'est une connaissance parfaite des moyens par lesquels les États se forment, se maintiennent, se fortifient et s'augmentent. Chemnitz, beaucoup plus tard, au moment du traité de Westphalie, dira que la raison d'État, c'est ce qui permet d'établir, de conserver, d'augmenter la République. Et s'il est vrai que la plupart des théoriciens insistent sur le fait que la raison d'État, c'est ce qui permet de maintenir l'État, on emploie le mot manutention, maintenir l'État, tout s'ajoute que, à côté de ça, en plus, en outre, peut-être d'ailleurs de façon un peu subordonnée, il faut aussi l'augmenter. Qu'est-ce que c'est donc que cette augmentation de l'État qui intervient dans toutes les définitions que l'on donne de la raison d'État? Bon. Dans les définitions, les textes que je vous cite là, celui de Botero, celui de Palazzo certainement, celui de Chemnitz sans doute un peu moins car il était plus lié à une situation politique précise, la plupart de ces textes sont tout de même des textes un petit peu théoriques et spéculatifs qui ont encore, si vous voulez, quelque chose comme un relent platonicien, en ce sens que c'est bien le maintien de l'État, conformément à son essence d'État, qui doit, selon eux, caractériser la raison d'État. Ce qu'il faut éviter, ce sont bien entendu ces événements quasi nécessaires, en tout cas toujours menaçants, dont Bacon parlait par exemple à propos des séditions, mais c'est autre chose aussi. Ce qu'il faut éviter, selon Botero, selon Palazzo et les autres, ce qu'il faut éviter, c'est ces processus pratiquement inévitables, toujours menaçants en tout cas, qui risquent de faire entrer l'État en décadence et à le faire, après l'avoir porté au zénith de l'histoire, disparaître et s'effacer. Ce qu'il s'agit d'éviter, au fond, et c'est en cela, et pour cela que fonctionne, selon Botero et Palazzo, la raison d'État, ce qu'il faut éviter, eh bien c'est ce qui est arrivé au royaume de Babylone, à l'Empire romain, à l'Empire de Charlemagne, ce cycle de la naissance, de la croissance, de la perfection, et puis de la décadence. Ce cycle, c'est cela qu'on appelle dans le vocabulaire de l'époque les révolutions. La révolution, les révolutions, c'est cette espèce de phénomène quasi naturel, enfin à moitié naturel et à moitié historique, qui fait entrer les États dans un cycle qui, après les avoir menés à la lumière et à la plénitude, les fait ensuite disparaître et s'effacer. C'est ça la révolution. Et ce que Botero et Palazzo entendent par raison d'État, c'est au fond essentiellement maintenir les États contre ces révolutions. En ce sens, vous voyez que l'on est proche de Platon, comme je vous le disais tout à l'heure, à cette différence près cependant que contre la décadence toujours menaçante des cités, Platon proposait un moyen qui était une bonne constitution et de bonnes lois et des magistrats vertueux, alors que les hommes du XVIe siècle, Botero, Palazzo, etc., ils proposent contre cette menace quasi fatale des révolutions, ce qu'ils proposent, ce n'est pas tellement des lois, ce n'est pas tellement une constitution, ce n'est même pas la vertu des magistrats, c'est un art de gouverner, donc une sorte d'habileté, en tout cas une rationalité dans les moyens utilisés pour gouverner, mais cet art de gouverner a au fond le même objectif encore
que les lois de Platon, c'est-à-dire éviter la révolution, maintenir l'État dans un état permanent de perfection. Mais en fait, dans des textes qui sont moins théoriques, moins spéculatifs, moins moraux, si vous voulez, moralisants, que ceux de Botero et de Palazzo, je crois qu'on trouve autre chose. On le trouve dans des textes qui émanent de gens plus proches, à coup sûr, de la pratique politique, ceux qui ont été directement mêlés, ceux qui l'ont fait eux-mêmes, c'est-à-dire dans des textes comme celui de Sully sur les textes laissés par Sully qui ont été publiés sous le titre d'Économie royale, c'est les textes laissés par Richelieu, c'est les instructions aussi qui ont été données à des ambassadeurs par exemple ou à un certain nombre de responsables, d'officiers royaux. Et là, on voit que cette théorie du maintien de l'État est tout à fait insuffisante pour recouvrir la pratique réelle de la politique et de la raison d'État, de mise en œuvre de la raison d'État. C'est autre chose, cet élément qui va, je crois, justifier ce qui sert de support réel à ce que Botero et les autres appelaient simplement l'augmentation de l'État, c'est quelque chose. Eh bien, c'est un phénomène, semble-t-il, très important. C'est la constatation que les États sont placés les uns à côté des autres dans un espace de concurrence. Et je crois que cette idée que le rapport entre les États est un rapport de concurrence est une idée à l'époque à la fois fondamentale, nouvelle et d'une extrême fécondité quant à tout ce qui peut être ce qu'on peut appeler la technologie politique. Idée nouvelle pourquoi ? Eh bien, si vous voulez, on peut prendre la chose sous deux aspects, un aspect proprement théorique et un aspect qui se réfère à la réalité historique de l'époque. Point de vue théorique. Bien, je crois que l'idée que les États sont entre eux dans un rapport de concurrence est au fond la conséquence directe, quasi inévitable, des principes théoriques posés par la raison d'État et dont je vous parlais la dernière fois. Vous vous souvenez que la dernière fois, quand j'essayais de vous dire comment on concevait la raison d'État, eh bien, il apparaissait que l'État était défini par les théoriciens de la raison d'État comme étant toujours en lui-même sa propre fin. L'État ne s'ordonne qu'à lui-même. Il n'y a aucune loi positive, bien sûr, mais même aucune loi morale, mais même aucune loi naturelle, à la limite même, peut-être aucune loi divine, mais enfin ça c'est une autre question. En tout cas, il n'y a aucune loi qui puisse s'imposer de l'extérieur à l'État. L'État ne s'ordonne qu'à lui-même, il cherche son propre bien et il n'a aucune finalité extérieure, c'est-à-dire qu'il ne doit déboucher sur rien d'autre que lui-même, ni le salut du souverain bien entendu, ni le salut éternel des hommes, ni aucune forme d'accomplissement ou d'eschatologie vers lequel il devrait tendre. On est, je vous le rappelais la dernière fois, avec la raison d'État, dans un monde d'historicité indéfinie, dans un temps ouvert et sans terme, autrement dit, avec la raison d'État. On se trouve, à travers la raison d'État, se trouve esquissé un monde dans lequel il y aura nécessairement, fatalement et pour toujours, une pluralité d'États qui n'auront leurs lois et leurs fins en eux-mêmes. La pluralité des États. Ce n'est pas, dans cette perspective, une forme de transition entre un premier royaume unitaire et un empire ultime où l'unité se retrouverait. La pluralité des États, ce n'est pas une phase de transition qui a été imposée aux hommes pendant un temps et pour leur châtiment. En fait, la pluralité des États, c'est la nécessité même d'une histoire maintenant entièrement ouverte et qui n'est pas temporellement polarisée vers une unité ultime. Un temps ouvert, une spatialité multiple.
Voilà ce qui est en fait impliqué dans cette théorie de la raison d'État dont je vous parlais la dernière fois. Mais, à vrai dire, ces conséquences théoriques n'auraient sans doute pas eu de quoi cristalliser quelque chose comme une technologie politique si, de fait, elle n'avait pu s'investir ou si, de fait, elle n'était pas articulée sur une réalité historique dont elle constituait précisément le principe d'intelligibilité. Or, cette réalité historique sur laquelle s'est articulée l'idée d'une histoire temporellement ouverte et d'un espace, j'allais dire, étatiquement multiple, eh bien, cette réalité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, bien sûr, c'est à la fin, dans le courant du XVIe siècle, et d'une façon alors absolument constatable, tangible, définitive, reconnue et d'ailleurs institutionnalisée au XVIIe siècle et dans ce fameux traité de Westphalie dont il faudra parler à nouveau, eh bien, c'est le fait que les vieilles formes de l'universalité qui s'étaient proposées et imposées à l'Europe tout au long du Moyen-Âge, et pratiquement depuis l'Empire romain, et en héritage de l'Empire romain, tout cela, enfin, disparaît. La fin de l'Empire romain, il faut la placer exactement en 1647, c'est-à-dire le jour où, enfin, est reconnu le fait que l'Empire n'est pas la vocation ultime de tous les États. L'Empire n'est plus la forme dans laquelle un jour il faut bien espérer ou rêver que les États se fondront, et c'est à la même époque que se constate, toujours avec ce traité de Westphalie, le fait que la coupure de l'Église due à la Réforme, cette coupure, d'une part, elle est acquise, elle est institutionnalisée, elle est reconnue, et que d'autre part, les États, dans leur politique, dans leurs choix, dans leurs alliances, n'ont même plus à se regrouper selon leur appartenance religieuse. Les États catholiques peuvent parfaitement s'allier à des États protestants et inversement. Les États catholiques peuvent utiliser des armées protestantes et inversement, etc. Autrement dit, ces deux grandes formes d'universalité, qui sans doute étaient, au moins pour l'Empire, devenues une sorte d'enveloppe vide, de coquille sans contenu, depuis un certain nombre d'années, de décennies, peut-être de siècles. En tout cas, ces deux grandes, mais qui gardaient encore leur pouvoir de focalisation, de fascination et d'intelligibilité historique et politique, ces deux grandes formes d'universalité, l'Empire et l'Église, ont perdu leur vocation et leur sens, au moins au niveau de cette universalité. C'est sur cette réalité-là que s'articule le principe qu'on est dans un temps qui est temporellement ouvert et dans un espace qui est étatiquement multiple. On a affaire maintenant à des unités en quelque sorte absolues, sans aucune subordination ni dépendance les unes avec les autres, au moins pour les principales d'entre elles, et ces unités, et c'est là alors l'autre aspect, l'autre versant de la réalité historique sur lequel tout ça s'articule, eh bien ces unités s'affirment, ou en tout cas cherchent à s'affirmer dans un espace qui est maintenant celui d'échanges économiques à la fois multipliés, étendus et intensifiés. Elle cherche à s'affirmer dans un espace qui est celui de la concurrence commerciale et de la domination commerciale, dans un espace de circulation monétaire, dans un espace de conquête coloniale, dans un espace de contrôle des mers, et tout ceci donne à l'affirmation de chaque État par lui-même, non pas simplement la forme de l'autofinalité dont je vous parlais la dernière fois, mais cette forme nouvelle de la concurrence. On ne peut s'affirmer que dans un espace de concurrence politique et économique, pour employer deux mots un peu anachroniques par rapport à la réalité, dans un espace de concurrence qui va donner son sens à ce problème de l'augmentation de l'État comme principe et fil conducteur de la raison d'État. Pour dire les choses encore plus concrètement, si vous voulez, on peut dire que toute l'apparition, le développement plutôt, d'une raison d'État
qui ne peut conserver l'État que par l'augmentation de ses forces dans un espace de concurrence, je crois que tout ceci prend sa figure immédiate et concrète dans le problème, en gros, de l'Espagne, ou de l'Espagne et de l'Allemagne. La raison d'État, c'est vrai, elle est née en Italie, elle a été formulée en Italie à partir des problèmes spécifiques des relations entre les petits États italiens entre eux. Mais si vous voulez, elle s'est développée, cette raison d'État. Si elle s'est développée, si elle est effectivement devenue une catégorie de pensée absolument fondamentale pour tous les États européens, si elle n'est pas, si vous voulez, restée un instrument d'analyse, de réflexion, un outil d'action, une forme stratégique propre aux petits États italiens, c'est à cause de tous ces phénomènes dont je vous parlais et qui se concrétisent, qui prennent la figure même de l'Espagne. L'Espagne qui, d'une part, en tant qu'héritière, par des voies dynastiques, de l'Empire et de la famille qui détenait l'Empire, se trouve héritière de la prétention à la monarchie universelle. L'Espagne qui, d'autre part, se trouve, depuis le XVIe siècle, détentrice d'un empire colonial et maritime qui est à peu près planétaire et quasi monopolistique, au moins depuis l'absorption du Portugal, et enfin l'Espagne, qui se trouve être, aux yeux de l'Europe tout entière, l'exemple d'un phénomène stupéfiant, et qui va pendant des dizaines et des dizaines d'années amener la réflexion des chroniqueurs, des historiens, des politiciens et des économistes, à savoir que l'Espagne, qui, à cause de cela même, à cause de ce quasi-monopole, de l'étendue de son empire, s'est trouvée s'enrichir d'une façon spectaculaire pendant quelques années et s'appauvrir de manière encore plus spectaculaire et encore plus rapide dans le courant du XVIIe siècle, peut-être même dès le début du XVIe siècle. On a donc là affaire, avec l'Espagne, à un phénomène tout à fait, un ensemble de processus qui ont absolument cristallisé toutes les réflexions sur la raison d'État et l'espace concurrentiel dans lequel désormais on vivait. Premièrement, tout État comme l'Espagne, pourvu qu'il en ait les moyens, pourvu qu'il en ait l'étendue, pourvu qu'il en puisse réellement détenir la prétention, tout État va chercher pour lui-même à occuper par rapport aux autres une position dominante. Ce ne sera plus directement à l'empire que l'on prétendra, mais à une domination de fait sur les autres pays. Deuxièmement, l'exercice même de cette domination, cette situation de quasi-monopole que l'Espagne avait, sinon acquise, du moins rêvée et presque atteinte pendant un certain temps, est pourtant perpétuellement menacée par cela même qui a pu la provoquer et l'entretenir. C'est-à-dire qu'on peut s'appauvrir de s'enrichir. On peut s'épuiser de son excès de puissance, et la situation de domination peut être victime de quelque chose que l'on va appeler maintenant la révolution, mais dans un tout autre sens, la révolution comme étant l'ensemble des mécanismes réels par lesquels cela même qui avait assuré la puissance de l'État et sa domination va provoquer en retour sa perte, ou en tout cas la diminution de sa puissance. L'Espagne, ça a été ce autour de quoi l'objet privilégié, l'exemple type autour duquel la notion de raison d'État et toutes les analyses de la raison d'État vont se développer, et on comprend que toute cette analyse de la raison d'État, toute cette analyse de ce nouveau champ de la politique qui était en train de se définir, se soit développée de façon privilégiée chez les ennemis, chez les rivaux de l'Espagne, la France, l'Allemagne qui essayait de se déprendre du joug ou de la prééminence impériale, l'Angleterre des Tudors, etc. Bref, on est passé, si vous voulez, d'un temps, celui qui dominait encore, qui servait encore d'horizon, je crois, à la pensée politique du XVIe siècle. On est passé d'un temps à tendance
unificatrices et scandées, menacées par des révolutions, si vous voulez, essentielles, à un temps ouvert et traversé par des phénomènes de concurrence qui peuvent amener des révolutions réelles, des révolutions au niveau même des mécanismes qui assurent la richesse et la puissance des nations. Bon, ceci étant dit, est-ce que tout ceci est si nouveau ? Est-ce que, effectivement, on peut dire que l'ouverture d'un espace de concurrence entre les États est un phénomène qui est apparu brusquement à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe et qui a ainsi cristallisé toute une série de nouveaux aspects, de nouveaux développements de cette raison d'État. Bien sûr, il y avait bien longtemps que des rivalités, des affrontements, de phénomènes de concurrence s'étaient produits, ça va de soi. Mais encore une fois, il faudrait qu'il soit bien clair que ce dont je parle, ce qui est en question dans tout ce que je vous dis là, c'est le moment où tous ces phénomènes commencent à entrer effectivement dans un prisme réflexif qui permet de les organiser en stratégie. Mon problème est de savoir à partir de quel moment ont été effectivement perçus sous la forme de concurrence entre États, de concurrence dans un champ économique et politique ouvert, dans un temps indéfini, ces phénomènes d'affrontement, de rivalité que l'on pouvait constater évidemment depuis le fond des temps. À partir de quel moment est-ce qu'on a organisé une pensée et une stratégie de la concurrence pour coder tous ces phénomènes-là? C'est ça que je vais essayer de saisir, et il me semble bien que c'est à partir du XVIe, XVIIe siècle qu'on a perçu les rapports entre les États, non plus sous la forme de la rivalité, mais sous la forme de la concurrence. Et là, il faudrait, bien sûr, je ne peux qu'indiquer là le problème, je crois qu'il faudrait essayer de repérer la manière dont, si vous voulez, les affrontements entre les royaumes, de quelle manière ces affrontements pouvaient être perçus, reconnus, parlés, mais en même temps pensés et calculés en forme de rivalité, et essentiellement de rivalité dynastique, et puis à partir de quel moment on en est venu à les penser dans la forme de la concurrence. De façon très grossière, très schématique, on pourrait dire que tant qu'on restait dans une forme d'affrontement qui se réfléchissait lui-même comme rivalité de prince ou rivalité dynastique, ce qui était l'élément pertinent, c'était bien sûr la richesse du prince, soit sous la forme du trésor qu'il possédait, soit encore sous la forme des ressources fiscales dont il pouvait disposer. La transformation, la première des transformations, c'est lorsque on a cessé de penser, de calculer, de jauger les possibilités d'affrontement et les possibilités d'issue de l'affrontement, non plus à partir de la richesse du prince, du trésor dont il disposait, des ressources monétaires qu'il avait, lorsqu'on a cessé de les penser comme ça, et lorsqu'on a essayé de les penser dans la forme de la richesse de l'État lui-même. Passage de la richesse du prince comme facteur de puissance à la richesse de l'État comme force du royaume. Également, deuxième transformation, lorsqu'on est passé d'une estimation de la puissance d'un prince par l'étendue de ses possessions à une recherche des forces plus solides, même si elles sont plus secrètes, qui vont caractériser un État. C'est-à-dire que ce ne sont plus les possessions elles-mêmes que les richesses intrinsèques à l'État, les ressources, ce dont il peut disposer, ressources naturelles, possibilités commerciales, balance des échanges, etc. Troisièmement, troisième transformation, dans la
tant qu'on pensait les affrontements en termes de rivalité de princes, ce qui caractérisait la puissance du prince, c'était le système de ses alliances au sens familial et au sens des obligations familiales qui lui étaient liées. Et à partir du moment où on a commencé à penser les affrontements en termes de concurrence, c'est l'alliance en tant que combinaison provisoire d'intérêts que les puissances vont être jaugées et calculées. Bon, ce passage de la rivalité des princes à la concurrence des États est sans doute une des mutations les plus essentielles dans les formes à la fois de qu'on peut appeler la vie politique et de l'histoire de l'Occident. Bien sûr, le passage de la rivalité dynastique à la concurrence des États est un passage complexe, lent, que je caricature absolument en indiquant comme ça quelques caractères, et le chevauchement seront si longs que, par exemple, la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle sera encore tout imprégné des problèmes et des techniques et des procédés, des manières de faire et de penser, des rivalités dynastiques. Mais je crois qu'on a, avec la guerre de succession d'Espagne et la butée qu'elle a rencontrée, l'échec qu'elle a rencontré, on a le dernier moment, la dernière forme dans laquelle d'affrontement dans lequel la rivalité dynastique des princes va encore être toute imprégnée, va encore imprégner et jusqu'à un certain point commander quelque chose qui est la concurrence des États et qui apparaîtra ensuite à l'État libre, à l'État nu dans les guerres suivantes. Bon, en tout cas à partir du moment où on est passé de la rivalité des princes à la concurrence entre les États, à partir du moment où l'affrontement a été pensé en termes de concurrence d'État, il est évident qu'on arrive, on découvre, on met à nu une notion qui est une notion absolument essentielle et fondamentale, qui n'était pas encore apparue et qui n'était formulée encore dans aucun des textes théoriques sur la raison d'État dont je vous ai parlé, et cette notion, bien entendu, c'est la notion de force. Ce n'est plus l'accroissement des territoires, mais c'est la croissance des forces de l'État. Ce n'est plus l'extension des possessions ou des alliances matrimoniales. C'est la majoration des forces de l'État. Ce n'est plus la combinaison des héritages par des alliances dynastiques, mais c'est la composition des forces étatiques dans des alliances politiques et provisoires. C'est tout ça qui va être maintenant la matière première, l'objet, et en même temps le principe d'intelligibilité de la raison politique. La raison politique, si on la prend maintenant, non plus donc dans ces textes un peu théoriques, encore un petit peu essentialistes et platoniciens dont je vous parlais la dernière fois, mais si vous la prenez dans les formulations qui ont été les siennes à la fin du XVIe, surtout au début du XVIIe siècle, surtout autour de la guerre de 30 ans, et chez les gens qui étaient plutôt les praticiens que les théoriciens de cette politique, eh bien, nous trouvons nouvelle strate théorique, cette nouvelle strate théorique ou analytique, si vous voulez, ce nouvel élément de la raison politique, c'est la force. C'est la force des États. On entre maintenant dans une politique qui va avoir pour objet principal l'utilisation et le calcul des forces. Si vous voulez, la politique, la science politique rencontre le problème de la dynamique. Bon. Alors s'ouvre évidemment un problème que je laisse complètement en suspens. Je vous le signale simplement. Vous voyez que cette évolution, qui s'est produite absolument à partir d'une réalité historique et de processus historiques repérables. Il s'agit de la découverte de l'Amérique, de la constitution d'un empire colonial, de la disparition de l'empire, du recul, si vous voulez, des fonctions, de l'effacement des fonctions universalistes de l'Église. Enfin, tous ces phénomènes-là, qui sont ce qu'ils sont et qui ont leur nécessité et leur intelligibilité propre, nous mènent à ceci, qui est l'apparition au niveau de la pensée politique de la catégorie fondamentale de la force,
Tous ces phénomènes nous conduisent à une mutation dans la pensée politique qui font qu'on est pour la première fois en présence d'une pensée politique qui se veut être en même temps une dynamique des forces, une stratégie et une dynamique des forces. Or, à la même époque, et par des processus qui sont entièrement différents. Vous savez parfaitement que les sciences de la nature, essentiellement la physique, va rencontrer elle aussi cette notion de force. Si bien que la dynamique politique et la dynamique comme science physique sont à peu de choses près contemporaines. Et il faudrait voir du côté de Leibniz comment tout ça s'est articulé. Leibniz, qui est le théoricien général de la force, tant du point de vue historico-politique que du point de vue de la science physique. Bon, pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette contemporanéité? J'avoue que je n'en sais rigoureusement rien, mais je crois qu'il est inévitable de poser le problème, dans la mesure même où, avec Leibniz, on a la preuve que l'homogénéité des deux processus n'était absolument pas étrangère à la pensée des contemporains. Bon, résumons tout ceci. Le vrai problème de cette nouvelle rationalité gouvernementale, ce n'est donc pas tellement ou seulement la conservation de l'État dans un ordre général, c'est la conservation d'un certain rapport de force, c'est la conservation, le maintien ou le développement d'une dynamique des forces. Eh bien, je crois que pour mettre en œuvre une raison politique qui va donc se définir maintenant comme essentiellement à partir de la dynamique des forces, eh bien, je crois que pour cela, l'Occident, les sociétés occidentales, ont mis en place deux grands ensembles qui ne peuvent se comprendre qu'à partir de là, de cette rationalité des forces, cette rationalisation des forces, ces deux grands ensembles dont je voudrais vous parler aujourd'hui et la prochaine fois, eh bien sûr, c'est d'une part un dispositif diplomatico-militaire et d'autre part, c'est le dispositif dit de police, au sens que le mot avait à l'époque, ces deux grands ensembles qui ont essentiellement pour fonction d'assurer quoi? Premièrement, le maintien d'un rapport de force et d'autre part, la croissance de chacune des forces sans qu'il y ait rupture de l'ensemble, ce maintien du rapport des forces et ce développement des forces internes à chacun des éléments, leur jonction, c'est précisément cela qu'on appellera plus tard un mécanisme de sécurité. Premièrement, les nouvelles techniques diplomatico-militaires. Bon. Si les États sont placés les uns à côté des autres dans un rapport de concurrence, il faut trouver un système qui permette, d'une part, de limiter le plus possible la mobilité de tous les autres États, leur ambition, leur croissance, leur renforcement, et en laissant cependant assez d'ouverture à chaque État pour que, quant à lui, il puisse maximaliser sa croissance sans provoquer ses adversaires et sans donc amener sa propre disparition ou son propre affaiblissement. Ce système de sécurité, eh bien, il a été esquissé, à vrai dire, parfaitement mis en place au terme de la guerre de 30 ans, au moment donc, au terme de au fond de ces 100 ans de lutte religieuse et politique qui ont amené d'une façon claire et définitive la disparition et du rêve impérial et de l'universalisme ecclésiastique et qui ont mis en place les uns en face des autres un certain nombre d'États qui pouvaient tous prétendre à l'affirmation d'eux-mêmes et à l'auto-finalité de leur propre politique. Bon. Ce système, mis en place à la fin de la guerre de 30 ans, comportait un objectif et il comportait des instruments. L'objectif, bien, ça a été l'équilibre de l'Europe.
L'équilibre de l'Europe, là encore, tout comme la raison d'État est d'origine italienne, l'idée d'un équilibre est d'origine italienne. C'est, je crois, chez Guy Chardin que l'on trouve la première analyse de toute cette politique par laquelle chacun des princes italiens essayait de maintenir en Italie un état d'équilibre. Bon, laissons le cas italien et revenons à l'Europe. L'équilibre de l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, premièrement, quand le traité de Westphalie, quand les diplomates, ambassadeurs, qui ont négocié le traité de Westphalie, recevaient de leur gouvernement des instructions, on leur recommandait explicitement de faire en sorte que les nouveaux tracés de frontières, le nouveau découpage des États, le nouveau rapport à établir entre les États allemands et l'Empire, les zones d'influence de la France, de la Suède, de l'Autriche, etc., tout cela devait être fait en fonction d'un principe, maintenir un certain équilibre entre les différents États d'Europe. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Idée absolument nouvelle. L'idée d'Europe en ce début, dans cette première moitié du XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Premièrement, c'est justement une unité qui n'a plus du tout la vocation universaliste que pouvait avoir le christianisme, par exemple. Le christianisme visait, par définition, par vocation, à recouvrir le monde tout entier. L'Europe, en revanche, c'est un découpage géographique qui, à l'époque, par exemple, ne comprend pas la Russie et ne comprend l'Angleterre que d'une façon assez ambiguë, puisque l'Angleterre n'était pas, effectivement, partie prenante dans le traité de Westphalie. Donc, l'Europe, c'est un certain découpage géographique bien limité, sans universalité. Deuxièmement, l'Europe n'est pas une forme hiérarchique d'États plus ou moins subordonnés les uns aux autres et qui culminerait dans une forme ultime et unique qui serait l'Empire. Chaque souverain, je parle, alors là très grossièrement, vous allez voir, il va falloir corriger ça tout de suite, chaque souverain est empereur en son propre royaume, ou en tout cas les principaux souverains sont empereurs en leur royaume, et il n'y a rien qui, au fond, signale chez un des souverains de l'un de ces États une supériorité qui ferait de l'Europe une sorte d'ensemble unique. Je dis ce que je viens de dire, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y ait pas de différence entre les États, et au contraire, a été très bien marqué. On le retrouve par exemple avant même le traité de Westphalie, dans ce que Sully raconte à propos de Henri IV et de ce qu'il appelait le magnifique dessein. Le magnifique dessein que Sully prétend avoir été la pensée politique de Henri IV consistait à constituer une Europe, bien sûr, donc une Europe plurielle, une Europe comme découpage géographique limité, sans universalité et sans unité culminante, bien sûr, mais dans laquelle il n'y aurait eu qu'un État, plus fort que les autres, qui aurait pris la décision pour les autres. Donc, si vous voulez, c'est un découpage historique, découpage géographique, une multiplicité sans unité, d'États dans lesquels pourtant il y a une différence majeure, sinon constitutive, sinon instituée, une différence majeure entre les petits et les grands. Enfin, quatrième caractère de l'Europe, eh bien, c'est que, tout en étant un découpage géographique, une pluralité, elle n'est pas sans rapport avec le monde tout entier, mais dans ce rapport avec le monde tout entier marque la spécificité même de l'Europe par rapport au monde, puisque l'Europe, eh bien, ne doit avoir et ne commence à avoir avec le reste du monde qu'un certain type de rapport qui est celui de la domination économique ou de la colonisation, ou en tout cas de l'utilisation commerciale. L'Europe, comme région géographique, d'États multiples, sans unité, mais avec dénivellation entre les petits et les grands, ayant au reste du monde un rapport d'utilisation, de colonisation, de domination, eh bien c'est cette pensée-là qui s'est formée, fin XVIe, surtout début du XVIIe siècle, cette pensée qui va se cristalliser au milieu du XVIIe siècle avec l'ensemble des traités qui sont signés à ce moment-là, et c'est cette réalité historique dont nous ne sommes toujours pas sortis. Bon,
Voilà ce que c'est que l'Europe. Deuxièmement, la balance. Qu'est-ce que c'est que la balance de l'Europe? Le mot latin, c'est trutina europee. Le mot balance est employé en plusieurs sens dans les textes de cette époque. La balance de l'Europe, ça peut être, et ça a été, selon les différents pays, selon les différentes politiques, selon les différents moments, ou bien l'impossibilité pour l'État le plus fort de pouvoir dicter sa loi à n'importe quel autre État. Autrement dit, on maintiendra la balance de l'Europe si on s'arrange pour que la différence entre le plus fort des États et ceux qui le suivent ne soit pas telle que le plus fort des États puisse imposer sa loi à tous les autres. Limitation par conséquent de l'écart entre le plus fort et les autres. Premier sens. Deuxièmement, la balance européenne, l'équilibre européen, s'est conçu comme étant la constitution d'un certain nombre, mais limité, d'États les plus forts, entre lesquels l'égalité sera maintenue de telle manière que chacun des États les plus forts, de ces États les plus forts, pourra empêcher n'importe quel autre de prendre de l'avance et de l'emporter. Autrement dit, constitution, si vous voulez, d'une aristocratie d'État, mais d'une aristocratie égalitaire, qui prendra la forme, par exemple, d'une égalité de force entre l'Angleterre, l'Autriche, la France, l'Espagne. Avec un quadrige comme celui-là, il est bien entendu qu'aucun des quatre ne pourra prendre une avance considérable sur les autres, les trois autres ayant évidemment pour première réaction, si ce phénomène commençait à se produire, de l'en empêcher d'une manière ou d'une autre. Enfin, troisième définition de l'équilibre européen, c'est celui que l'on trouve plus facilement chez les juristes et qui va avoir par la suite toute la série de conséquences que vous pouvez imaginer. Vous le trouvez au XVIIIe siècle chez Wolff dans le Jus Gentium, où il dit que l'équilibre européen doit consister en ceci, c'est que l'union mutuelle de plusieurs nations doit pouvoir se faire de façon que la puissance prépondérante d'un ou plusieurs pays soit égale à la puissance réunie des autres. Autrement dit, il faut que les choses soient telles que la réunion de plusieurs petites puissances puisse contrebalancer la force de la puissance supérieure qui risquerait de menacer l'un d'entre eux. Possibilité par conséquent de coalition qui soit telle que l'effet de la coalition puisse contrebalancer en un moment donné, en un lieu donné, n'importe quelle des prépondérances établies. Bon. Limitation absolue de la force du plus fort, égalisation du plus fort, possibilité de combinaison des plus faibles contre les plus forts, ce sont là les trois formes qui ont été conçues et imaginées pour constituer l'équilibre européen, la balance de l'Europe. Vous voyez que, avec ces différents procédés, avec ces différentes techniques, au lieu d'une sorte d'eschatologie absolue, qui fixerait à l'histoire comme point d'achèvement un empire, une monarchie universelle, on va avoir quelque chose qu'on pourrait appeler une eschatologie relative, une eschatologie précaire et fragile, mais vers laquelle il faut effectivement tendre, et cette eschatologie fragile, eh bien, c'est la paix. C'est la paix universelle, paix relativement universelle et paix relativement définitive, bien sûr, mais cette paix dont on rêve à ce moment-là, on ne l'attend plus d'une suprématie enfin unitaire et définitivement incontestée, comme celle de l'Empire ou comme celle de l'Église. On attend cette paix universelle mais relativement universelle, définitive mais relativement définitive. On attend au contraire d'une pluralité sans effet majeur et unique de domination. Ce n'est plus de l'unité qu'on attend la paix, c'est de la non-unité. C'est de la pluralité maintenue comme pluralité. Et vous voyez combien
on est maintenant dans une perspective historique, mais en même temps dans des formes de techniques diplomatiques très différentes de ce qui pouvait être celle, par exemple, du Moyen-Âge, où c'était de l'Église, par exemple, que l'on attendait la paix parce qu'elle était la puissance unique et unifiante. On attend maintenant la paix des États eux-mêmes et de leur pluralité. Changement considérable. Bon, voilà quel est l'objectif. L'objectif pour assurer cette sécurité dans laquelle chaque État pourra effectivement majorer ses forces sans que la majoration de ses forces ne soit cause de ruine pour les autres ou pour lui-même. Voilà l'objectif. Deuxièmement, les instruments. Eh bien, les instruments que se donne cette raison d'État dont l'armature diplomatique et c'est donc se définit essentiellement par la constitution d'une Europe et d'une balance européenne, ces instruments, je crois qu'il y en a 4. Premier instrument de cette paix universelle, précaire, fragile, provisoire, qui prend l'aspect d'une balance et d'un équilibre entre une pluralité d'États, premier instrument, ça va de soi, c'est la guerre. C'est-à-dire que désormais, on va pouvoir faire la guerre, bien mieux, on devra faire la guerre pour maintenir précisément cet équilibre. Et alors là, on voit basculer entièrement les fonctions, les formes, les justifications, la pensée juridique de la guerre, mais également ses objectifs. Car après tout, la guerre telle qu'elle était conçue au Moyen-Âge, qu'est-ce que c'était ? Et la guerre, c'était essentiellement là, un comportement, j'allais dire juridique, je veux dire judiciaire. On faisait la guerre quand quoi ? Quand il y avait eu injustice, quand il y avait eu violation de droit, ou quand quelqu'un, en tout cas, prétendait à un certain droit qui lui était contesté par quelqu'un d'autre. Dans la guerre médiévale, il n'y avait aucune discontinuité entre le monde du droit et le monde de la guerre. Il n'y avait même pas de discontinuité entre l'univers du droit privé, où il s'agissait de liquider des litiges, et le monde du droit qui ne s'appelait pas, et qui ne pouvait pas justement s'appeler international et public, et qui était le monde de l'affrontement des princes. On était toujours dans le litige, la liquidation du litige. Tu m'as pris mon héritage, tu as confisqué une de mes terres, tu as répudié ma sœur, etc. Et on se battait, et les guerres se développaient dans ce cadre juridique qui était guerre publique et guerre privée. C'était la guerre publique en tant que guerre privée, ou c'était la guerre privée qui prenait une dimension publique. On était dans l'univers du droit, et d'ailleurs, la guerre se liquidait exactement comme une procédure juridique, par quelque chose qui était une victoire, laquelle victoire était comme un jugement de Dieu. Tu as perdu, c'est donc que le droit n'était pas pour toi. Sur cette continuité du droit et de la guerre, sur cette homogénéité entre la bataille et la victoire et le jugement de Dieu, je vous renvoie au livre de Duby sur le dimanche de Bouvines. Vous avez sur la bataille décisive des pages qui sont tout à fait éclairantes là-dessus, sur le fonctionnement judiciaire de la guerre. Maintenant, on va avoir une guerre qui va fonctionner tout autrement, puisque d'une part, on n'est plus dans l'univers du droit, on est dans l'univers de l'État, de la raison d'État. Au fond, on n'a plus besoin de se donner une raison juridique pour déclencher une guerre. On a parfaitement le droit de se donner, pour déclencher une guerre, une raison purement diplomatique. L'équilibre est compromis. Il faut rétablir l'équilibre. Il y a un excès de puissance d'un côté et on ne peut pas le tolérer. Bien sûr, on trouvera le prétexte juridique, mais si vous voulez, la guerre se détache de ce contexte juridique. Mais deuxièmement, si la guerre perd sa continuité avec le droit, vous voyez qu'elle récupère une autre continuité. Et cette autre continuité, bien sûr, c'est avec la politique. Cette politique, qui a précisément pour fonction de maintenir l'équilibre entre les États, cette politique qui doit assurer la balance des États dans le cadre européen, c'est celle-là qui, à un moment donné, va commander de faire la guerre
de faire la guerre à tel ou tel, jusqu'à un certain point et à certains points seulement, sans que l'équilibre ne soit trop compromis, avec un système d'alliance, etc. Et par conséquent, c'est à partir de ce moment-là que apparaît le principe, dont vous savez bien qu'il sera formulé presque 200 ans après, par quelqu'un qui aura dit « la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens ». Mais il ne faisait rien d'autre que de constater une mutation qui avait été acquise, en fait, dès le début du XVIIe siècle et au moment de cette grande constitution de la nouvelle raison diplomatique, de la nouvelle raison politique au moment du traité de Westphalie. Oui. Il ne faut pas oublier que sur l'affût de canon des rois de France, pas sur l'affût de canon, en tout cas sur le bronze du canon des rois de France, il y avait écrit Ultima Ratio Regum, dernière raison ultime des rois. C'est la raison politique qui maintenant est inscrite sur les canons et sur les instruments de la guerre. Bon, donc, premier instrument pour faire fonctionner ce système de la sécurité européenne, de l'équilibre européen, la guerre. Deuxième instrument, bien sûr, instrument lui aussi tout ancien que la guerre, mais profondément renouvelé lui aussi, c'est l'instrument diplomatique. Et c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître quelque chose de relativement nouveau. Enfin là, il faudrait préciser les choses. Apparition, en tout cas, quelque chose comme le traité de Westphalie est un traité multilatéral dans lequel on ne liquide pas un litige entre plusieurs personnes, mais dans lequel la totalité des États, à l'exception de l'Angleterre, qui constituent cet ensemble nouveau qu'est l'Europe, vont régler leurs problèmes, régler leurs affaires. Or, régler ces affaires, ça ne veut pas dire, justement, suivre les lignes juridiques qui sont prescrites par les lois, par les traditions. Ce n'est pas suivre les lignes prescrites par les droits de l'héritage, ou encore le droit du vainqueur avec les clauses de rançon, de mariage, de cession, etc. Les lignes de force qui vont être suivies par les diplomates dans ce traité multilatéral, c'est des lignes qui vont qui sont déterminées plutôt par la nécessité d'un équilibre. On échangera, on marchandera, on transférera les territoires, les villes, les évêchés, les ports, les abbayes, les colonies, etc., en fonction de quoi? Non pas donc des vieux droits de l'héritage ou des vieux droits du vainqueur, mais en fonction de principes, j'allais dire, physiques. Physiques, puisqu'il s'agira d'accoler tel territoire à tel autre, de transférer tel revenu à tel prince, d'accorder tel port à tel territoire, en fonction du principe qui veut qu'un certain équilibre interétatique soit établi de manière à ce qu'il soit le plus stable possible. C'est une physique des États et non plus un droit des souverains qui va être le principe fondamental de cette nouvelle diplomatie. Et en liaison avec cela, bien sûr, toujours dans l'ordre de la diplomatie, on voit apparaître la création de ce qu'on n'appelle pas encore mission diplomatique permanente, en tout cas l'organisation de négociations pratiquement en permanence et organisation d'un système d'information quant à l'état des forces de chaque pays, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les ambassadeurs permanents, c'est en fait là encore une institution à longue genèse, on les voit apparaître, s'installer au cours fin du XVe siècle, début XVIe siècle, mais en fait, si vous voulez, l'organisation consciente, réfléchie, absolument permanente d'une diplomatie toujours en train de négocier, date de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'un dispositif permanent de relations entre États, dispositif de relation qui n'est ni l'unité impériale ni l'universalité ecclésiastique, c'est l'idée d'une véritable société de nations, et là, ce n'est pas moi qui emploie un mot rétrospectif, l'idée a bel et bien été formulée à ce moment-là, vous la trouvez chez quelqu'un qui s'appelait, attendez,
Creuset, et qui a écrit au début du XVIIe siècle une sorte d'utopie qui s'appelait le Nouveau Ciné, et dans lequel il projette alors, d'une part, une police, mais j'y reviendrai précisément la prochaine fois, et puis d'autre part, en même temps, et dans une corrélation qui est absolument essentielle et qui vous explique que tout en vous ayant promis de vous parler de la police, j'ai cru tout de même devoir vous parler avant des organisations diplomatico-militaires. Donc il concevait une police pour chaque État, et puis une organisation permanente entre les États, une organisation permanente de consultation avec des ambassadeurs réunis dans une ville en permanence. Cette ville, ça serait Venise, territoire dont il dit qu'il est neutre et indifférent à tous les princes, et ces ambassadeurs réunis en permanence à Venise seraient chargés de liquider les litiges et les contestations et de veiller à ce que les principes de l'équilibre soient bel et bien maintenus. Cette idée que les États forment entre eux, dans l'espace européen, comme une société, cette idée que les États sont comme des individus, qui doivent avoir entre eux un certain nombre de relations que le droit doit fixer et coder, c'est cela que vous trouvez formulé, alors c'est cela qui a suscité à cette époque le développement de ce qu'on a appelé le droit des gens, le jus gentium, qui devient un des points fondamentaux, un des foyers d'activité de la pensée juridique particulièrement intense, puisqu'il s'agit là de définir quelles vont être les relations juridiques entre ces individus nouveaux, coexistant dans un espace nouveau, à savoir les États dans l'Europe, ou les États dans une société de nations. Et alors là, l'idée que les États sont une société, vous le trouvez formulée clairement dans un texte du tout début du XVIIIe siècle, chez le plus grand des théoriciens du droit des gens, qui s'appelle Burlamaqui, et qui dit « L'Europe fait aujourd'hui un système politique ». Burlamaqui, c'est les principes du droit, de la nature et des gens. Tout début du XVIIIe siècle, je ne sais plus la date. L'Europe fait aujourd'hui un système politique, un corps où tout est lié par des relations et les divers intérêts des nations qui habitent cette partie du monde. Ce n'est plus comme autrefois. Un amas confus de pièces isolées dont chacune se croyait peu intéressée au sort des autres et se mettait rarement en peine de ce qui ne la touchait pas immédiatement, ce qui est historiquement tout à fait faux, mais peu importe. C'est pas comme ça que ça se passait avant, mais voilà comment il définit la situation actuelle. L'attention continuelle des souverains à tout ce qui se passe chez eux et chez les autres. Les ministres toujours résidents, référence aux diplomates de permanence. Les négociations perpétuelles font de l'Europe moderne une espèce de république dont les membres indépendants, mais liés par l'intérêt commun, se réunissent pour y maintenir l'ordre et la liberté. Voilà donc comment naît cette idée de l'Europe et de la balance européenne. Elle se cristallise bien sûr au traité de Westphalie, première manifestation complète, consciente, explicite d'une politique de l'équilibre européen. Traité, vous savez, qui a pour fonction principale de réorganiser l'Empire, de définir son statut, ses droits par rapport aux principautés allemandes, les zones d'influence de l'Autriche, de la Suède, de la France sur le territoire allemand, tout ceci en fonction de lois d'équilibre, qui vous expliquent en effet que l'Allemagne a pu devenir, et est effectivement devenue, le foyer d'élaboration de la République européenne. Il ne faut jamais oublier ceci, c'est que l'Europe, comme entité juridico-politique, l'Europe comme système de sécurité diplomatique et politique. L'Europe, c'est le joug que les pays les plus puissants de cette Europe ont imposé à l'Allemagne chaque fois qu'ils ont essayé de lui faire oublier le rêve de l'empereur endormi, que ce soit Charlemagne ou Barberousse, ou le petit homme qui a brûlé entre son chien et sa maîtresse un soir de mai dans les cours de la chancellerie. L'Europe, c'est la manière de faire oublier à l'Allemagne l'Empire.
Et il ne faut donc pas s'étonner que si l'empereur, effectivement, ne se réveille jamais, l'Allemagne se redresse parfois et dit « Je suis l'Europe. Je suis l'Europe puisque j'avais voulu que je sois l'Europe. » Et elle le dit précisément à ceux qui ont voulu qu'elle soit l'Europe et qu'elle ne soit rien que l'Europe, à savoir l'impérialisme français, la domination anglaise ou l'expansionnisme russe. On a voulu substituer en Allemagne au désir d'empire l'obligation de l'Europe. Eh bien, a répondu l'Allemagne, qu'à cela ne tienne, puisque l'Europe sera mon empire. Et après tout, il est juste que l'Europe soit mon empire, dit l'Allemagne, puisque vous n'avez fait l'Europe que pour imposer à l'Allemagne la domination de l'Angleterre, de la France ou de la Russie. Il ne faut pas oublier cette petite anecdote, que lorsque, en 1871, Thiers discutait avec le plénipotentiaire allemand, qui s'appelait, je crois, Ranke, et qui lui disait « Mais enfin, voyons contre qui vous battez-vous ? Nous n'avons plus d'armée, plus personne ne peut vous résister, la France est épuisée, la commune a porté le dernier coup à nos possibilités de résistance. Contre qui faites-vous la guerre ?» Ranke a répondu « Mais voyons, contre Louis XIV. » Alors, le troisième instrument de ce système diplomatico-militaire, je vous parlais, le troisième instrument qui va permettre d'assurer la balance européenne, c'était donc la guerre, premièrement, avec la nouvelle forme et la nouvelle conception de la guerre, un instrument diplomatique, et puis, eh bien, troisièmement, ça va être la constitution d'un élément lui aussi fondamental et lui aussi nouveau, c'est l'existence, la mise en place d'un dispositif militaire permanent qui va comporter une professionnalisation de l'homme de guerre et la constitution d'une carrière des armes. Deuxièmement, une structure armée permanente qui est susceptible de servir de cadre à des recrutements exceptionnels pour le temps de la guerre. Troisièmement, un équipement de forteresses et de transport. Quatrièmement, enfin, un savoir, une réflexion tactique, des types de manœuvres, des schémas d'attaque et de défense, bref, toute une réflexion propre et autonome sur la chose militaire et les guerres possibles. Apparition donc de cette dimension du militaire qui est absolument éloignée, qui est très loin de s'épuiser dans la pratique de la guerre. L'existence d'un dispositif militaire permanent, coûteux, important, savant, à l'intérieur même du système de la paix, c'est cela qui a été bien sûr un des instruments indispensables à la constitution de l'équilibre européen. Comment en effet pourrait-on maintenir cet équilibre si effectivement chacun des États, du moins les plus puissants, n'avait pas ce dispositif militaire et ne faisait pas en sorte que ce dispositif militaire fût en somme, en gros, globalement, à peu près du même niveau que celui de son principal rival. La constitution, par conséquent, d'un dispositif militaire qui va être non pas tellement la présence de la guerre dans la paix, que la présence de la diplomatie dans la politique et dans l'économie, l'existence de ce dispositif militaire permanent est une des pièces essentielles dans une politique qui est commandée par le calcul des équilibres, par le maintien d'une paix qui s'obtient par la guerre ou par la possibilité de la guerre ou par la menace de la guerre. Bref, c'est un des éléments essentiels dans cette concurrence d'États dont chacun cherche bien sûr à inverser le rapport de force en sa faveur, mais que tous veulent maintenir dans son ensemble. Là encore, vous voyez que l'on voit comment ce principe de Clausewitz, que la guerre c'est la politique continuée, il a eu un support institutionnel précis, qui a été l'institutionnalisation du militaire. La guerre, ce n'est plus une autre phase de l'activité des hommes. La guerre, ça va être, à un moment donné, la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens que la politique a définis
et dont le militaire est une des dimensions fondamentales et constitutives. On a donc un complexe politico-militaire absolument nécessaire à la constitution de cet équilibre européen comme mécanisme de sécurité, et ce complexe politico-militaire sera mis en jeu en permanence, et la guerre ne sera que l'une de ses fonctions. Vous voyez comment tout le rapport de ce qui est la paix et la guerre, tout le rapport du civil et du militaire va se réorganiser autour de tout ça. Bon, j'ai un peu trop traîné, pardonnez-moi. Alors, la prochaine fois, je vous parlerai de l'autre grand mécanisme de sécurité qui était mis en place dans cette raison d'État désormais ordonnée au problème de la force et de la puissance, et cet autre aspect, cet autre instrument plutôt, cette autre grande technologie, ce n'est plus le dispositif diplomatico-militaire, c'est le dispositif dit de police.